Alors, pour faire un petit changement de sujet pour notre deuxième conférencier, j'aimerais fièrement présenter M. Pierre-Léonard Harvey. Donc, avant de s'intéresser de façon plus pratique à la technologie en santé, il est impossible d'aborder le sujet sans comprendre les enjeux sociaux qui s'y rattachent. Notre deuxième conférencier, véritable spécialiste en communication sociale appliquée aux changements sociaux, s'est longtemps intéressé aux technologies de l'information et de la communication. Professeur-chercheur au département de la communication sociale et publique de la faculté de communication à l'UQAM, il possède plus de 25 ans d'expérience en enseignement en communication, dont 15 ans au deuxième et troisième cycle. Il se spécialise en théorie des communications appliquées aux changements sociaux. Il développe, entre autres, des méthodologies socio-techniques intégrant les technologies de l'information, de la communication, en recherche action participative, ainsi que des stratégies d'intervention collaborative dans divers domaines comme la santé et l'éducation. Il a d'ailleurs récemment publié un livre sur ce sujet, intitulé « Design communautique appliqué aux systèmes sociaux numériques, fondements communicationnels, théorie et méthodologie ». Bref, l'homme idéal pour notre deuxième conférence ayant pour objectif de réfléchir aux changements sociaux accompagnant l'utilisation des technologies en santé. S'il vous plaît, accueillir très chaleureusement Monsieur Pierre-Léonard Harvey. Merci beaucoup. Merci. Avant de commencer, je viens vous dire, j'ai fait un accident de ski de fond. Je me sens en sécurité avec les médecins et les gens de la santé, mais ça se peut que je me rassoie. Mais comme je suis assez volubile, je vais commencer directement. Et comme j'ai une petite demi-heure, donc on va me permettre de pouvoir continuer jusqu'à, je crois, 11h15, 11h20. Et donc, s'il y a des questions, je serai heureux de les prendre. J'aimerais enchaîner avec ce que M. Vadeboncoeur et le jeune collègue pharmacien dont le nom m'échappe, c'est M. Cardinal ou non? C'est plaisant de ne pas s'en souvenir, ça commence bien. Mais ils nous ont montré qu'au niveau des ordres professionnels, la parole est extrêmement importante. Et comme je viens d'un département de communication, il est extrêmement important de connaître le poids des mots et le poids des paroles. Et Edgar Morin, un de nos maîtres à penser, disait souvent un mot placé au bon moment peut faire naître ou s'écrouler un monde. Et je crois que le monde dans lequel on entre est un monde peut-être de collaboration, mais j'aimerais montrer aujourd'hui une perspective un peu critique qui va questionner toute la question de l'inflation communicationnelle qui dit que plus on communique, mieux ça irait, plus on collabore, mieux ça irait. C'est une image tout autre que je vais donner aujourd'hui. La première des choses, donc, je vais m'appuyer sur les tendances et les enjeux au niveau des systèmes ouverts de santé, donc quelques applications pour fixer l'esprit, parce que au-delà des médias sociaux, on s'en va vers des plateformes dédiées à la communication, à la collaboration, que ce soit au niveau du Quantified Self ou en tout cas des mesures, de la quantophrénie. Je vais parler ensuite d'une perspective scientifique que j'ai appelée le design communautique, le design pas au niveau des draperies ou des ordinateurs, mais un design qui est comme celui que proposait Herbert Simon, le prix Nobel. Il disait « Et designers, tous ceux qui considèrent qu'une situation est inconfortable et qu'on pourrait l'amener vers une situation un petit peu plus confortable, c'est-à-dire le changement social. » Et je vais montrer que la collaboration aujourd'hui devient un peu comme une maladie individuelle, une pathologie sociale, quand on la pousse trop loin. Et je vais montrer comment, et c'est M. Leclerc qui me l'a demandé, est-ce que tu pourrais parler de démocratie et d'engagement quand on parle de collaboration, quand on parle d'engagement? D'ailleurs, vous êtes là en plein milieu d'une fin de semaine qui s'appelle la fin de semaine de Cupidon. Ben, Cupidon, l'amour, ça a beaucoup à voir avec la collaboration, puisque quand on travaille en communication et santé comme moi, on a plusieurs perspectives qui ont été développées à l'UQAM, dans mon propre département, sur la communication et santé, dont le design orienté vers l'humain, un design qui comprend énormément de caractéristiques méthodologiques, théoriques, de fondements, etc. Et je vous avoue qu'en venant vous voir, je voudrais montrer quel intérêt ça pourrait peut-être avoir pour les études en santé. Vous souffrez pas trop déjà. J'aime bien la conversation qu'on a eue au tout début. On a bien montré que l'importance de la conversation peut être aussi orientée, puisque la fin de la conférence terminait en disant « on se sent un peu dépassé, l'Internet est comme un tsunami qui passe au-dessus de nos têtes,
Les ordres de médecins, les ordres professionnels, les organisations de santé n'ont pas encore pris vraiment acte des possibilités de communication qui sont les nôtres. Et nous, au département de communication, ça a été de dire, on peut critiquer, on peut analyser, on peut diagnostiquer, mais il faut aller plus loin. Et donc, mon propos sera un peu plus abstrait, en montrant quand même quelques applications. Donc, on parle depuis 30 ans ici, on dit qu'on a dépensé 19 milliards de dollars pour le dossier patient électronique. Moi qui est un jeune vieux, je pense que c'est plutôt 30 milliards qu'on a engloutis. Et je suis très fier de parler de ces choses-là quand on est au niveau d'une faculté. Je crois il y a des salles qui s'appellent Jean Coutu, etc. Il y a des vidéos, vous pourrez y avoir accès. Je laisserai mon PowerPoint. On parle également non simplement d'un médecin avec son patient, mais on parle, quand on parle d'engagement, de démocratie, de collaboration, de coordination, de contrat, de liens sociaux, d'un point de vue sociologique. Donc, moi-même, j'ai un doctorat de sociologie de la faculté en bas de la côte ici, et que j'ai fait justement sur un sujet que j'avais appelé la communautique à l'époque, la parole communautique. Donc, on parle de plateforme de communauté d'entraide et de recherche. Donc, une des manières d'orienter ce dont on a parlé dans la première partie de la conférence de ce matin, c'est-à-dire, il nous faut être capable non seulement d'être victime du dialogue, de la conversation, de la délibération, mais il faut être capable d'endiguer le Mississippi informationnel, d'endiguer la maladie de la collaboratinite aiguë pour l'envoyer vers des perspectives dans lesquelles on va reprendre le contrôle d'un Internet qui, à coup de milliards d'utilisateurs, nous a entraînés vers une perte de contrôle. Je regardais, avant de préparer la conférence depuis lundi, ce qu'on appelle the Internet of Things, c'est-à-dire cette connexion de votre grille-pain, de votre radio, avec toutes les choses qui bougent, avec le Quantify Self, les mesures que tu peux avoir. Est-ce que tu vas vite avec ton vélo? Est-ce que tu as un gros processus de sudation? Est-ce que tu as parlé durant que tu faisais ton vélo, etc.? Pour me rendre compte qu'au-delà de Runkeeper, vous connaissez ça, Runkeeper? Oui, vous êtes des bons étudiants. Merci, vous levez pas la main. Je ferai pas du Dead Poet Society, j'irai pas déranger, j'ai pas le temps. Mais si vous étiez dans mon cours, je dirais qu'est-ce que vous avez vu là-dessus. Zombie Run Game, ben c'est pour te faire courir, ça te met en santé. Il y a des zombies qui te courent et puis tu regardes le taux de degré de leur épeurance et tu regardes un petit peu voir si ça te fait courir un peu plus vite. On parle de vêtements connectés, de wearable computing, d'ubiquitous computing, d'open hardware, de e-health, d'exoskin, qui sont une panoplie de mesures qui sont énormes pour être capable de faire une sorte de traçabilité. Donc voici quelques enjeux que je pourrais mettre à jour et sur lesquels on pourra revenir dans une autre conférence parce que ce serait beaucoup trop long. Je veux simplement montrer que l'Internet, que la collaboration a cours depuis 30 ans et que ce n'est quand même que depuis l'explosion vers 2007 de Facebook, Twitter et autres YouTube de ce monde et Netflix, et etc., que là, on a pris conscience que la collaboration devait devenir non simplement un facteur humain anthropologique qu'on regarde quand on travaille, mais un facteur énormément important qu'il fallait canaliser, qu'il fallait harnacher, qu'il fallait orienter. Et donc, le changement transformationnel, c'est ce qui va me motiver dans la deuxième partie de cette présentation, puisque le design, pris au sens de rendre des situations un petit peu plus confortables que celles que nous vivons, c'est-à-dire le viol d'identité sur Internet, la question de l'éthique qui a été énormément abordée, c'est peut-être la principale dimension qu'on doit regarder quand on s'en va dans le domaine de la santé, de la télémédecine, du telehealth, etc. Donc, dans la mesure de soi, on a une traçabilité beaucoup plus grande de tous les comportements. Donc, je ne parle pas simplement de la sociologie, mais psychosociologiquement, les comportements sont menacés par une sorte de vidéo sur une télésurveillance. La surmesure génère aussi surtout du surdiagnostic. C'est qu'on est menacé par le big data. Le big data, les grandes données sont actuellement enchâssées dans une démocratie dans laquelle ils disent les grands spécialistes de ce monde, Dirk Elbing, Elinor Ostrom, si vous ouvrez les données, qui va se les approprier? Or, on travaille beaucoup dans les notions de fragilité du patient. On travaille dans la notion de confidentialité, de poids de la parole, etc. Donc,
en communication, il nous faut développer une perspective qui n'est pas qu'une communication critique dans laquelle on aboie en regardant passer un train Internet qui est en train de devenir une masse informe incontrôlable, innommable, intraitable, et dans lequel on serait des victimes, que ce soit au niveau de notre vie privée, etc. Donc, le design dont je vais parler, c'est qu'il faut vraiment traiter de l'idée de gouvernance. Et nos gouvernements, on demande depuis 10 ans une série de règles pour ce qui est de mon secteur qui réglementeraient les usages, l'appropriation de l'Internet aux fins de la santé, de l'éducation et maintenant de la culture, etc. On parle dans la gouvernance de données distribuées, c'est-à-dire quel professionnel, quel expert, quel patient, quel membre de ta tribu, de ton clan, de ta famille va être capable d'accéder à tes données. Donc on parle d'une gestion ouverte, open innovation, open data, open culture, etc. Et donc, les données ouvertes, c'est pas encore la panacée pour la médecine, et on comprend facilement pourquoi. Mais le partage des connaissances, le partage des cultures professionnelles, on parle de culture participative, participative culture, qui sont médiatisées par des outils. Tous les concepts dont on a parlé tout à l'heure, communication, médiation, médiatisation, qui n'est pas la même chose, mettre des contenus dans des interfaces, etc., sont jusqu'à un certain point de bonnes choses à voir lorsqu'elles sont canalisées. Et on en a largement parlé à la première partie de notre conférence ce matin, je ne vais pas y revenir, mais le contrôle abusif, la télésurveillance, les menaces à la vie privée sont certainement parmi les plus médiatisés, parmi les dangers. Parmi les autres enjeux, il y a une revue qui s'appelle Harvard Business Review qui consacrait tout un numéro en tout début d'année et qui est encore dans les kiosques, mais sont en train de les enlever. C'est l'idée de surcharge collaborative. Avant même de vous parler qu'est-ce que nous, on conçoit comme étant l'aménagement de la collaboration et de la communication dans nos sciences, je suis en train de vous dire, faites attention, c'est dangereux. Oui, parce que depuis 20 ans, on en a considéré toutes sortes de dimensions, d'aspects qui dit plus on communique, plus ça irait. Cependant, un des grands enjeux actuels, c'est la montée des médias sociaux et des technologies collaboratives. Donc, on ne parle pas simplement des grands médias sociaux qui ont des milliards de dollars ou parmi les 25 plus grands qui sont cotés en bourse actuellement, mais on parle de tout ce qui est outils de créativité, outils de design, outils de dialogue, outils de mise en forme, Dropbox, vous les connaissez, la mise en forme du dialogue, la mise en forme des méthodologies, etc. Donc, je suis en train, avec des collègues, de faire des projets de recherche, un ou deux, qui questionnent les espaces de travail. On a parlé d'open space. Tout le monde travaille. 182 dans le gaming, dans les vidéos. On se farcit des King Kong à coups de milliers d'utilisateurs, etc. Cependant, on entendrait voler une mouche quand on va chez Ars Electronica ou quand on s'en va chez Ubisoft et autres personnes. Cependant, ces gens-là travaillent déjà en collaboration. On ne se farcit pas un robot à 1000 sans communiquer avec une expertise mondiale. Cette expertise-là est sur un plancher et un taux de roulement énorme parce que les gens sont inconfortables. Ils deviennent stressés. On a parlé de stress. C'était la conclusion de mes deux collègues tout à l'heure. La prolifération d'initiatives qui visent à créer une seule grande culture participative. Ici, à côté, en gestion au HEC, on va parler de culture matricielle. Il faut contrôler la communication. Il n'est pas question qu'on la laisse aller. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on aboutit à une surcharge collaborative dans laquelle on peut engendrer une surcharge informationnelle. Dès le début de la décennie, on parlait d'infobésité. Il y a déjà trop d'informations. On est déjà un petit peu carabiné par des informations qui viennent de toutes les espaces sociaux, professionnels, familiaux et maintenant la santé, qui va devenir une santé collaborative avec le colloque, qui en soi semble vouloir non seulement considérer les divers paramètres qui sont à prendre en compte quand on veut aménager la communication et l'information, mais qui pourrait être même inscrit au programme de la recherche et aussi de votre formation. La culture participative peut sembler en soi une bonne chose. Elle transforme l'usager patient en un usager designer de ses propres données et de ses solutions. Vous voyez peut-être passer en ligne producer, producteur,
consommateurs, producteurs, utilisateurs. Mais ça va beaucoup plus loin que le fameux user-generated content des usagers. Ça va plus loin que ce design de l'aménagement des contenus. Déjà pour nos étudiants, les cours en marketing, en publicité, en communication sociale et publique, c'est de leur apprendre à dire quel est ton public, quels sont ses besoins. Comment peux-tu orienter la communication? Quels sont les outils avec lesquels tu peux orienter la communication en fonction du public, de ses besoins et de l'évolution historique et future? Comment anticiper des systèmes qui semblent nous avoir dépassés, mais autrement que juste en constatant critiquement par la déduction une belle théorie de la collaboration, autrement que par l'induction en disant comment réagit mon patient et comment je pourrais remonter du particulier vers le général, mais aussi en ajoutant l'abduction, créer des systèmes qui n'existent pas. L'abduction, c'était pour Charles Peirce, c'est à peu près un philosophe qu'on devrait étudier, Charles Sanders Peirce. M'excuse, je suis un peu flyé ce matin, je manque d'exemples. Mais si un truc qu'on doit analyser, c'est les modalités par lesquelles cette communication peut être orientée, anticipée, parce que les systèmes vont nous dépasser, ne seront pas éthiques dans la mesure où on laissera aller peut-être juste le gouvernement ou la spontanéité des masses. Il faut que, comme professionnels de la santé, on soit capable d'avoir des outils, donc de la recherche, du développement, de l'innovation en design qui permettrait d'évaluer les approches, les pratiques, d'éviter le surdiagnostic et les redondances, trouver les bons indicateurs de performance, et donc ça pour les étudiants qui sont en recherche, trouver les bons indicateurs mesurables, quantifiables, parce que quand on parle de communication, c'est pas tout du mesurable, c'est de l'émergent, du transitoire, de l'évolutif. Et donc, il faut être capable de prendre en compte ce que les sciences sociales et communicationnelles ont à dire dans les sciences qui sont un peu plus soft. Puisque vous avez la médecine qui a émergé de la biologie, puisque le droit a émergé de la morale, nous, on essaye de dire qu'est-ce qui peut émerger des sciences communicationnelles, c'est-à-dire une science appliquée, une recherche-intervention qui nous permettrait d'aller un peu plus loin dans les systèmes d'innovation ouverts. C'est quoi un système d'innovation ouvert où on collabore? C'est un espace d'innovation qui utilise des méthodes, des outils qui sont utilisés en mode co-design. Vous connaissez le co-design? Le co-design, c'est tout simplement un mot qui est né autour de 2005-2006, autour des Fab Labs, les Living Labs européens. Vous savez ce que c'est des Living Labs? Levez la main ceux qui le savent pour vrai. Faites comme M. Vadeboncoeur. Personne ne lève la main parce qu'ils ont peur que je dise « définissez-le-moi ». Alors, comme ça fait 30 ans que j'enseigne, je connais, je vais vous le définir. Vous connaissez les Living Labs? Allez-y, Fab Lab. C'est quoi Fab Lab? Puis dans les gens, on peut trouver des profs, des praticiens, des experts, des gens de l'industrie. On aimerait ça trouver les gens du gouvernement pour nous subventionner un peu notre innovation. Puis le libre accès. Vous en avez à l'École de technologie supérieure, qui fait partie du réseau de l'UQ. Vous avez le Fab Lab de Mme Monique Chartrand, qui est dans le quartier de l'innovation, juste à côté de l'École de technologie supérieure. Aussi à l'Université de Montréal, à l'École polytechnique, il n'y a pas que l'École de technologie supérieure, on a l'université. Très bien, oui, Polytechnique, ils ont toujours été un peu en avant de leur temps, quoi. C'est des visionnaires, les polytechniciens. Merci beaucoup, madame. On vous oublie pas. Nous autres, on est en bas de la côte, oubliez-moi non plus. Bon, mettons que j'y viens tantôt. Je vais faire comme M. Vadeboncoeur, la définition s'en vient. Je veux simplement montrer quelques exemples, on le définira, dire qu'un Living Lab, c'est de prendre les laboratoires sur lesquels on faisait des tests, des prototypes, on testait des médicaments, etc., dans nos facultés, et que maintenant on s'en va dans la nature, parce que quand on parle, comme moi, de communication ouverte, d'innovation ouverte, qu'on parle de nouvelles plateformes collaboratives, qu'on parle de réseaux collaboratifs interorganisationnels, il faut aller les tester en vraie grandeur, en petite grandeur, dans la nature. Et donc, ça force le professeur d'université à rencontrer des gens qu'il ne rencontrait pas habituellement. Ça force ses étudiants à aller rencontrer ce que moi j'appelle le partenariat des 5 hélices. La première hélice d'un Living Lab, c'est l'université. Les fameux bleus des universités. Le bureau de liaison entreprise-université visait
il y a un lien entre le professeur, le chercheur et l'entreprise privée. Ces deux hélices se marient avec une troisième hélice qui sont surtout en santé. Il y a tout ce qu'on appelle les belles pratiques, les bonnes pratiques, les evidence-based practice. Il faut que le gouvernement, quand il nous donne des sous, collabore. D'ailleurs, il est toujours là pour évaluer notre prestation. Et donc, la quatrième hélice, c'est celle du vivre ensemble. C'est le citoyen, le patient qui est au cœur du présent schéma, parce que je pourrais vous dire, moi, dans mon secteur, j'aurais pu trouver 1000 schémas. En voilà un qui illustre, grosso modo, un petit peu le genre de téléservice qui pourrait être expérimenté dans un Living Lab à Montréal, mais aussi dans les 110 Living Labs qu'on retrouve en Afrique du Sud, en Europe. Et pour ceux qui s'intéressent, parce que vous êtes tous des jeunes, je fais un message. L'été prochain, les ENOL, c'est-à-dire que le réseau européen des Living Labs, c'est-à-dire les laboratoires vivants qui accueillent des partenariats de 5 hélices, donc la 5e hélice, c'est les citoyens, va se tenir à Montréal, donc sous forme d'une école d'été qui va réunir des partenaires du monde entier pour donner des cours, des formations autour de l'idée de Living Lab et comment on peut, au fond, transformer la société pour améliorer le sort de l'homme. Au fond, ce que ça dit aux jeunes comme vous, c'est de dire comment vous pouvez vous interposer entre la société qui, elle, est en mal de faire baisser les coûts de soins, d'avoir de meilleurs coûts de soins, et les designers, les experts de tout acabit. Exemple, ici, tu as le payeur, tu as l'employeur, tu as les travailleurs de la santé. Mais tu as aussi, ce qui m'intéresse, moi j'ai fait un doctorat ici à l'Université de Montréal sur la communautique. C'était comment on organise les communautés virtuelles. Et des communautés virtuelles, ça peut être spontané. Depuis 4000 ans, il y a des communautés virtuelles. C'est-à-dire des communautés de pratique en santé, en pharmacie, etc. Mais ces communautés-là peuvent être aussi intentionnelles. Ça fait une vingtaine d'années, depuis les travaux de Wenger, qu'on a essayé de les rentrer dans les organisations pour dire, au-delà de la hiérarchie, on va essayer de travailler quelque chose qui vient de la base, de nos employés. Et c'est très difficile de rentrer un wiki en entreprise, de rentrer les médias sociaux en entreprise. De toute façon, il y a une politique hyper stricte qui dit qu'on doit contrôler les mails, et on contrôlait déjà les fax, on contrôlait déjà la télévision, et aujourd'hui, on essaie de contrôler les médias sociaux. Cependant, les médias sociaux actuellement questionnent, si on pense à Wikipédia, sur lequel je sais que vous n'allez pas, puis vos professeurs non plus, questionne non seulement la gouvernance du système de santé, mais celle de vos universités. Parce que depuis 400-500 ans, c'est nous qui contrôlions le vocabulaire, qui contrôlions les partenariats, qui contrôlions le savoir. À partir du moment où des milliards d'individus co-construisent, à coup de communauté virtuelle, les mots, donc l'ontologie, la réalité de la santé sur Wikipédia, la gouvernance qui était la nôtre dans les universités s'en va vers le public et les communautés virtuelles. Ceci questionne toute la gouvernance de nos nations et c'est l'essence même de la ubérisation. C'est-tu bon ça, Uber? On en reparlera dans un autre colloque. Pour le moment, c'est une oligarchie internationale qui défie toutes les règles de notre propre société. C'est des bandits de grand chemin. Mais ça, on m'a dit, attention Pierre, pas trop de politique. Bon, on demande une plateforme numérique au Québec pour légiférer tout ça. Les communautés de pratique actuellement, ça s'appelle l'économie collaborative. Donc, est-ce qu'on s'en va vers le consensus de Washington dans lequel on va renforcer le standard des grandes banques? Est-ce qu'on s'en va vers des consensus dans lesquels on va renforcer les standards de la médecine traditionnelle? Ou est-ce qu'on va continuer à avoir des blogs, des gens qui ont peur, des salons de l'ésotérisme, des salons des médecines douces, des salons de l'ouverture, dans lesquels, moi et d'autres, le scientifique en chef du Québec, on s'inquiète de l'orientation qu'est en train de prendre la société civile par rapport à votre formation, par rapport à ce que vous apprenez dans vos propres cours, par rapport à l'évolution de ce qu'on appelle un professionnel en santé. Est-ce qu'on va se faire piquer pour la H1N1? Vous vous souvenez de ce débat-là? C'est pas si loin. Et ça s'est passé dans toutes les familles. Donc, une communauté de pratique autour d'un patient qui est aussi
amalgamé, intégré avec des travailleurs sociaux, avec des travailleurs à la maison, avec d'autres types de travailleurs, etc. Et de cette façon-là, quand on parle de téléservices, en télémédecine, en télésanté, on va parler d'un écosystème d'innovation. Parce que de ça, et le Living Lab est une espèce de structure ouverte d'open innovation dans lequel on va expérimenter des nouveaux protocoles de mise en commun, donc de collaboration, dans des lieux qui deviennent de plus en plus en dehors de l'université et du cabinet du médecin. Donc, les laboratoires vivants, monsieur, je réponds à votre question. Voici 3 exemples. Un en France. L'association Autonomous Lab est un pôle d'innovation en santé et autonomie des personnes. Elle a pour but de favoriser l'émergence de projets, des solutions innovantes, croisant besoins sociaux. C'est quoi des besoins sociaux? Ça fait depuis la guerre qu'on les élimine. Il y a des besoins sociaux. Et qui sont liés à l'autonomie et les objectifs de développement économique. Tu as le Health Lab d'Amsterdam, aux Pays-Bas. C'est le nom qui a été donné au programme de la métropole régionale d'Amsterdam qui a l'ambition de développer des solutions pour les soins de demain. Le programme, donc, va augmenter l'efficacité des soins, en tout cas, il vise au moins, en permettant aux aînés de rester autonomes plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, pardon. Les solutions préconisées devraient avoir recours à la technologie, mais sans s'y limiter. Parce que toute la question de la collaboration, quand on la met au niveau de la ville intelligente de Montréal, on dit, mais c'est quoi une ville intelligente? Ben, c'est une ville dans laquelle tu ne stresses pas trop autour des cônes oranges. Mais c'est pas Cisco qui arrive avec 4 millions et qui dit, Monsieur Coderre, nous avons la solution. Ou Bell, ou les télécoms, ou les grands transporteurs, ou les grandes énergétiques. Parce que la matrice qui s'en vient dans l'économie collaborative, ce sont des grandes autoroutes, pour reprendre des expressions d'il y a 20 ans, autour de 3 grandes matrices, les télécommunications comprenant l'Internet, la matrice des transports, parce qu'on est en train de penser avec l'étouffement que sont en train de prendre nos villes, ça commence aussi au niveau des ambulances, à réfléchir à une manière de faire des transports intelligents et de diminuer les coûts de tous ces transports-là, on parle d'Uber, mais aussi de l'électricité, du gaz, etc., donc toute la matrice de l'énergie. Le CRIR, donc, qui est un Living Lab canadien, c'est le projet laboratoire qui vise de la réadaptation. C'est le tout premier projet de recherche interdisciplinaire, multisectoriel, veut dire transdisciplinaire. Quand on dit transdisciplinarité, ce n'est pas multi, ce n'est pas pluri. La transdisciplinarité, regardez bien les 2 grandes écoles, celle de Nicolescu à Paris au Cirey, regardez bien celle de Zurich qui a été fondée par Eric Jans. Ça veut dire, on se met du monde ensemble, transmétier, transdomaine, sciences sociales, sciences dures, sciences po, ingénierie, et on définit la ville intelligente de Montréal, on définit l'autoroute en santé, mais on ne la fait pas en silo, fermé dans nos facultés. On est très à l'aise de se retrouver en faculté, mais on l'est beaucoup moins quand il s'agit de venir parler comme moi devant des scientifiques alors que je comprends rien aux stats. Bon, mes étudiants le font pour moi. C'est pour ça que ça nous prend un sauveur. Le sauveur, c'est le livre que j'ai publié. Donc, ça a 648 pages. Alors là, ils ont dit, va pas montrer que tu es mêlé dans la transdisciplinarité. Sauf que, si tu veux questionner le raz-de-marée actuel de l'Internet, qui ne questionne pas tellement l'éthique, si tu veux questionner toute l'approche qu'il y a en technologie management, juste de l'autre côté de la rue chez moi, les systèmes d'information, le technology management, le human-computer interaction, les interfaces humains-ordinateurs, le travail collaboratif assisté par ordinateur. Parce que quand on parle de santé et de collaboration 3.2, eh bien, on parle non pas seulement d'une perspective technologique de risque ou d'économique, mais on parle d'une multiperspective, multiméthodologique. Donc, si tu questionnes ces sciences-là, il faut que tu questionnes leurs fondements. J'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais je sais que vous êtes des étudiants. Et sur quoi j'ai fondé cette science de la collaboration? Sur le pragmatisme anglo-saxon. Le bon vieux pragmatisme, mais aussi le systémisme. Il nous faut comprendre, pas simplement l'individu, le patient vis-à-vis son médecin, au niveau micro, mais il nous faut comprendre au niveau méso toute l'évolution des communautés virtuelles. Moi, il y a des gens qui rentrent quelque part et qui me disent, voici comment mon frère s'est fait soigner dans l'hôpital virtuel en Suisse. Là, le médecin, il recule parce qu'ils nous disent plus rien.
Alors, il recule, oui, c'est quoi ça? Ben, c'est 200 pages que j'ai colligées sur le web et je veux pas être soignant en bas de ça. T'as du monde informé en avant de toi. T'as pas du monde qui magnifie le mystère. Mais le danger, c'est que si on le comprend mal, si on n'arnache pas le rôle du médecin, de l'expert, du pharmacien dans notre société, c'est les sciences molles qui sont en train de naître, des sciences ésotériques. Et ce qui m'inquiète, quand je viens parler comme ça ici, c'est la montée de l'occultisme, des sciences occultes et le manque un peu d'approbation de sciences douces sur lequel tout le monde y est. T'es rendu que tu vas dans n'importe quelle pharmacie, t'as toutes tes pilules au naturel. Qui suit ça? Qui fait ça? Quel est l'ordre qui s'occupe de ça? Moi, je les utilise. L'arnica pour mes vieux rhumatismes. Certaines pilules d'arnica pour... Voyez-vous, il nous faut construire une science de la collaboration. Et vous allez dire, c'est pas une science. C'est juste un phénomène, puis c'est juste du monde qui décide de travailler ensemble. Ça va extrêmement loin, la collaboration. Pourquoi? Parce que quand on se lève le matin, qu'on s'occupe de soi-même, ses toasts, sa bouffe, son maquillage, son linge, son automobile, c'est facile. C'est tes idiosyncrasies personnelles. Quand tu sors à 30, si t'es mal habillé, c'est ton problème. Mais si tu dis, oh, faut que j'aille collaborer avec la faculté de santé, puis dans quoi je me suis embarqué ce matin, là, c'est culturel. C'est que ça prend quelque chose qui dépasse l'individu et qui se transporte vers la culture collaborative, participative. Appelez-le comme vous voudrez, la culture du partage, elle doit s'apprendre. Parce que chacun d'entre nous est très, très inégalement outillé, compétent, habilité à parler, donc au niveau des autres, au niveau de l'autre, etc. C'est pas juste une question d'altérité, c'est une question d'action collective. Donc, comment t'associes des usagers, des citoyens, des entreprises et des gouvernements autour de ces Living Labs-là, autour de cette innovation-là? Comment t'appréhendes la complexité? Parce que c'est très complexe. C'est loin d'être facile. Je le dis simplement, prenons des exemples. Quand il se perd 6 milliards de dollars en 20 minutes sur la bourse, quand la Chine nous menace, quand l'État islamique envoie des vidéos qui sont meilleures que ceux de mes étudiants en ligne, c'est que l'État islamique a compris que la communication, la collaboration, ce n'est pas que j'émets un message, et puis ils vont le comprendre de la manière que moi je l'ai formaté, pas plus que je suis dupe de penser que parce que je dis une fois design communautique et Living Lab ici, ça va être un 5 sur 5, pas vrai? Je serais une belle illusion, mais m'en repartir illusionné chez moi. C'était l'illusion d'il y a 20 ans quand on disait « Just build it and they will come ». Faites la belle plateforme, créez le Living Lab, installons un cours, puis ils vont tous venir. C'est loin d'être facile comme ça. Et donc, la métaphore pour penser ces systèmes-là, les systèmes dont M. Vadeboncoeur et son collègue ont parlé tout à l'heure, ce ne sont pas que des sites web de génération 1.0 dans lesquels tu allais d'un party, puis les jeunes hommes te disaient « Hey, t'es-tu allé sur mon site? » Là, tu disais, ouais, je suis allé, puis, ben, es-tu beau? Ouais, des belles couleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben là, sais-tu, moi, j'ai mis mes informations là. Et puis, ça va évoluer vers quoi? Ben là, c'était ça, là. C'est à peu près ça. Là, on parle de 2.0, mais on est déjà dans la recherche collaborative, dans le 3.0, le 4.0, puis le 10.0. Mettez ce que vous voulez, mais là où on s'en va, c'est pas juste l'Internet of Things. C'est l'Internet of Everything. C'est l'Internet de toutes les choses. Tous les êtres humains de cette planète, n'importe où, n'importe quand, pour un prix modique, vont être capables de communiquer avec tous les êtres humains de cette planète pour un prix modique n'importe où, n'importe quand. Voilà un des algorithmes. Voilà l'un des principes. Voilà l'un des axiomes d'une société de l'information dans lequel nous, on doit nager. Quels sont les exemples? Des plateformes, des applicatifs. On dit aussi en bon français des mash-ups, des applicatifs, des communautés d'usagers, des communautés de pratique, des micro-marchés à valeur ajoutée, des Living Labs, des multi-online open course. Je suis en train d'en fabriquer un justement pour expliquer un peu ce que j'explique ce matin. Les Fab Labs, que monsieur nous a donné la définition, merci tout à l'heure, des hubs de créativité, des portails d'entreprise, des réseaux sociaux collaboratifs, des segments socioculturels à valeur ajoutée, des espaces de co-travail, co-working. C'est ça qui vous attend. Vous êtes la génération du co-working. Vous êtes la génération de l'aménagement de la collaboration. Vous êtes la génération qui connaissez le fait que nous, on est complètement dépassés par ça. On est complètement dépassés par l'Internet en termes éthiques.
On est là qu'on s'ajuste avec des moyens, comme si on avait un marteau puis on cognerait sur tous les clous. Comme le dit l'adage, quand tu as un marteau, tu vois tous les problèmes en termes de marteau. Où est la panoplie de tous les gens de santé qui, depuis le serment d'Hippocrate, ont appris comment on pose la parole? La parole dont Georges Gusdorf nous disait, elle est à la source, au fondement du monde. Et donc, quelle sera la source du fondement du monde de la santé dans les années qui viennent? Donc, le design communautique, c'est une méthodologie très générique qui permet d'analyser tous les espaces sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi je parle de systèmes sociaux numériques? Parce que dans nos sciences, en bas de la côte, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'un site web 2.0, 3.0, t'as toutes les caractéristiques d'une université qu'on peut considérer comme un système social. On peut dire une organisation. En virtualisant les inscriptions à l'université, en créant le site web de l'université ou de votre faculté ou de votre programme, on crée le miroir de votre propre image. Et donc, ce site-là doit respecter des règles. Il doit respecter la communauté des gens qui vivent ces règles-là. Il doit respecter une division du travail, des statuts, des rôles. Il doit avoir des buts. Mais aujourd'hui, on ajoute la technologie qui médiatise, qui est au cœur de l'intermédiation, au moment où on subit, nous-mêmes les médecins ou les pharmaciens ou les profs d'université, une désintermédiation massive vers le public. Ça va, vous souffrez pas trop? Mon oncle est parti, là, faites attention. Ça permet de passer d'organisations fermées aux organisations ouvertes de la nouvelle économie, de l'économie collaborative, en concevant les systèmes collaboratifs comme des systèmes d'éducation et d'apprentissage. Un projet de communauté de pratique collaborative en santé est un projet d'apprentissage. C'est un objet de recherche. Ça nous oblige à refaire nos cours. Comme moi, j'ai implanté, par exemple, le transmédia storytelling dans mes cours avec mes étudiants parce qu'on se raconte notre histoire. Donc, c'est pas juste de faire des histoires en secondaire 4, secondaire 5. Le transmédia storytelling permet des plateformes, multimédia, plurimédia, dans lesquelles on raconte l'histoire et il va falloir que ça urge qu'on se raconte l'histoire de notre propre profession. Donc, je rentre pas dans le détail parce que je sais que Gilles Leclerc va avoir peur. J'ai jusqu'à quand? Je suis déjà fini. Mon Dieu que ça passe vite en ma compagnie. Alors, je peux juste vous montrer qu'il y a des modèles. J'ai dû refaire, parce qu'on parle d'environnement 3D immersif. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes encore, messieurs, dames? 5 minutes, OK. Il en est plus qu'il en faut. Je vais simplement vous montrer qu'il a fallu qu'on refasse la fameuse communication émetteur-récepteur, parce que c'est de la communication de plusieurs à plusieurs dans les médias sociaux. Et donc, il fallait refaire le monde en passant l'apprentissage, les systèmes sociaux vont peut-être devenir ce qu'on appelle des institutions électroniques. C'est pas moi qui le dis, c'est Mme Ostrom, la prix Nobel de 2009, qui a étudié 4000 ans d'évolution de l'économie collaborative jusqu'à nos jours et à qui on a donné le prix Nobel. Donc, pour une granola sympathique qui s'occupe des communautaires des années 70. Pour étudier ce dont on parle, il faut être capable de comprendre l'infrastructure et les architectures. Il faut qu'en santé, si on veut prendre des décisions, le design de ces systèmes-là soit compris par tous les étudiants. Pas nécessairement dans leur configuration informatique ou ingénierie. On doit comprendre l'algorithme, on doit comprendre le code, on doit comprendre ceux qui nous font, par exemple, le pont Champlain. Moi, j'ai des technologies de netnographie avec des collègues d'aménagement ici qui nous permettent de mettre le citoyen au cœur d'une poutre du pont Champlain et de prendre des décisions sur les matériaux, leurs coûts, leur agenda, etc. Il faut qu'en santé, on réfléchisse à des manières ethnographiques de faire de la recherche. Donc, au niveau des systèmes logiciels, des systèmes de langage, des interfaces humains-ordinateurs, en passant, si tu n'as pas d'infrastructure, rien ne tient. Tu peux pas être assis dans la salle ici si on n'a pas construit l'aspect physique de toute cette université. Mais en même temps, on ne se peut pas se parler si on n'a pas la télécommunication, si dans les murs, on n'a pas toute la gestion du chauffage, de l'eau, de l'électricité, etc. Donc, à tout ça correspondent des paliers de société qui vont de l'individu patient au groupe court, à l'organisation éducative, à la communauté d'apprentissage, au ministère de la Santé et au monde. Et ça, c'est pas comique, tu comprends-tu? C'est tragique. Si on le laisse faire, on a 10 ans de retard sur ce que les Américains
font à la National Science Foundation. Je vous mets au défi d'aller regarder depuis quand ils donnent de l'argent pour la e-collaboration. Allez en Europe, à la Commission européenne, et vous allez voir, c'est des milliards. On vient de donner, juste pour les sciences cognitives, le même montant que pour le Super Collider de Suisse. 1,2 milliard de dollars. On ne parle pas de 20 000 piastres pour un défait d'une faculté de sciences sociales qui va faire des études sur la collaboration. On parle de comment le cerveau permet d'appréhender le monde et on donne 1,2 milliard. Et le prochain projet, c'est 1,3 milliard. Ça va être le Future ICT, le point de vue des sciences sociales numériques, conduite sous Dirk Elbing et ses collègues d'Allemagne, de Suisse, etc. Si le changement vient, il vient d'Allemagne. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est 10 ans de recherche du côté de la Suisse, de l'Allemagne, etc. Donc, l'abduction, j'en ai déjà parlé. Il suffit pas d'apprendre les théories jusqu'à maintenant. Il suffit pas de regarder des faits empiriques parce que pour moi, l'empirisme devient boueux s'il ne s'intéresse qu'à une seule personne. Il faut imaginer les systèmes qui seront plus favorables à l'homme dans les 10 prochaines années. Je vous ai apporté ici des indicateurs. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'aspect quantitatif. On a parlé de l'aspect linguistique dans lequel tu peux mettre la communication, la conversation, la délibération. Mais nous, en com, on identifie 12 modes collaboratifs. Pas juste une communication de discussion. C'est quoi le dialogue? Qu'est-ce qu'une conversation? Puis aussi, je trouve que le manque de vote des jeunes, le manque de direction, 5-6 ans d'austérité, sans parler de prospérité, sans aucune vision d'un projet social de la santé, sauf à décider unilatéralement à Québec de ce qui va se passer et qui implique des dizaines d'années d'évolution de la société québécoise, sans planification, sans projet porteur, sans méthodologie, parce que j'y vais au site de design de la ville intelligente, puis le projet de M. Trudeau. Si vous voulez demander des subventions actuellement, allez-y, il est prêt à faire un déficit de 10 milliards. Mais de grâce, faites des projets structurants et redonnez un peu de vision puis d'espoir aux jeunes qui s'en viennent. Ceci, c'est un mode, on ne peut pas penser linéairement émetteur-récepteur, patient, citoyen, système de santé, citoyen, défaite non organisée, désespérée. Il faut qu'on pense à dire comment on associe la société civile. Et là-dedans, on a examiné dans mon laboratoire des cycles de vie en ingénierie, en santé, en multimédia éducatif, des dizaines, si ce n'est pas une trentaine de cycles de vie, on l'a résumé à 7. Si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le bouquin, là. Je voulais simplement aller vers ma conclusion pour simplement dire ce qu'il y a dans ça. Et c'est le défaut de toute ma vie. Je suis toujours trop long et vous êtes fatigué, vous bougez sur vos chaises. Comme professeur, je le sais déjà. Simplement vous dire, le centre des pédagogies appliquées aux sciences de la santé est très avancé dans votre propre université. Je vous ai proposé une fleur, voilà leur schéma dans lequel tu as les patients, les co-chercheurs, les ressources, la gouvernance, la qualité, l'habilitation n'est pas fermée. Je vous ai aussi amené un modèle qui nous a guidés, nous, c'est-à-dire informez-moi, engagez-moi, mobilisez-moi, faites un partenariat des 5 hélices avec moi et enfin, comment puis-je obtenir le support non seulement des individus, de mon gouvernement, etc., mais des communautés. Je vous le dis, le point le plus difficile, comment associer les communautés et la société civile à nos travaux. L'autre truc que je vous ai montré, c'est que vous êtes des étudiants. Il y a des modèles qui existent depuis une dizaine d'années, celui-là est excellent. Et regardez juste au niveau, on définit toutes les collaborations par des référentiels de compétences du 21e siècle, des gens qui auront à designer le futur système de santé. Et donc, on parle de collaboration, de communication, de réseautage. Et donc, quelles sont les habilités? Quelles sont les compétences? Quelles sont les connaissances que les étudiants doivent avoir au niveau de la collaboration 2.0, 3, 4 dans les 10 prochaines années à venir? Parce qu'on ne parle pas de l'année qui vient, on parle des 10 prochaines années. Les étudiants possèdent déjà ce que les gens de mon âge ne possèdent pas. Les compétences qui ne sont pas reconnues par le système social, mais dans lesquelles on peut travailler à les reconnaître au niveau global de notre société. Donc, ici, je vous ai mis 8 principes de design qui sont les nôtres. Je m'excuse un peu pour l'anglais ce matin, mais bon, c'est des sources variées auxquelles vous pourrez vous ressourcer. Et donc, je conclus
je regrette. Le design communautique permet une analyse et un design des systèmes socio-numériques et pas juste de la logorée verbale sur des Internet ou des webs sociales. Ça permet de le designer. Il y a des méthodologies qui permettent de l'orienter. C'est de la recherche-action participative auquel la médecine est largement habituée. Ça peut aider à orienter le co-design des écosystèmes innovants et collaboratifs de façon engagée, mobilisée, démocratique, parce que c'est ça le plus difficile dans une société individualiste. Et ceci en favorisant l'apprentissage de compétences dans l'action. On espère pouvoir contribuer à éviter la montée du surdiagnostic puis de la surcharge collaborative dans la télésanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Harvey. Conférence très intéressante. Je pense qu'on peut en retenir de façon concrète, c'est que la masse technologique s'en vient. Il y a de la surinformation sur Internet, les patients s'autodiagnostiquent. Donc, en tant que professionnel, il va falloir être capable de comprendre ce phénomène social-là, puis de bien l'assimiler pour être justement en mesure que lorsque des patients arrivent dans nos cabinets, dans nos consultations, d'être capable de répondre à leurs questions parce qu'ils arrivent déjà avec un processus mental puis un autodiagnostic ou une idée de ce qu'ils ont comme pathologie. Si ça vous va, ce qu'on ferait pour être bien dans le timing, puis on s'était donné 1h15 de dîner justement pour se permettre de déborder, on laisserait quand même l'heure complète tantôt au débat. Ça va être très intéressant. On va parler de télémédecine et télésurveillance, télésanté en fait. Donc, on prendrait un 5 minutes de pause. On reviendrait dans 5 minutes. Il y a des collations à l'arrière pour vous avec du café. Puis, on prendrait un peu moins de dîner également par après.